La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui sèche à l'encre de sèche. Oui, après avoir rencontré Paka, nous sommes dans l'esprit Paka au niveau du jeu de mots. Bon, on dit ça, on l'a pas rencontré en vrai encore, mais on va dire que... Ouais, ok. Je suis One A Pied et vous êtes avec nous pour à peu près 1 heure. En général, le but, quand on est que 2, c'est de faire plus court, mais on n'y arrive jamais. Pour parler de bande dessinée. Trop, toi. Et je suis accompagné de Thio. Coucou Thio. Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale car il n'y aura pas de Express car je suis à la bourre, comme d'habitude, vu que je prépare le festival qui a eu lieu. Enfin bon, c'est le bordel. J'ai un sentiment de déjà vu. Ouais, hein, t'as vu, je redis la même chose. Mais nous aurons une petite rubrique webcomics où je vous parlerai de plein de petites découvertes sympathiques. Puis nos chroniques partiront de une histoire d'homme, le Postello, dans les bois. 3, pas la guerre, 3, le chiffre. Zita, la fille de l'espace, et le tome 5 de Boule à zéro. Et nous aurons enfin fini cette émission qui, je l'espère, ne sera pas trop longue, mais je n'y crois pas trop. C'est bon, on est à peu près ok, on peut enchaîner ? Alors, en fait, tu peux faire des titres mélangés. Un truc d'homme dans les bois, le Postello dans les bois, 3 Zita, la fille de l'espace. Pardon, désolé. J'aime beaucoup, c'est débile, mais j'aime beaucoup, je suis désolé. Tu m'as dit, et c'est pas Caspirit, je suis pas Caspirit. Non, mais non, c'est presque trop fort. Mais oui, non, j'adore. Online. Des fois, c'est toujours la rubrique du online. À quand j'ai mon jingle jingle à toi, mais là c'est crowdfunding. moi, donc un jour je ferai un jingle crowdfunding. Ouais, parce que j'ai toujours pas mon jingle, quoi. C'est long. Je m'en fous, voilà, tu te débrouilles et t'arrêtes de prendre des vacances, quoi. Ça me saoule, ça. Ouais. Des fois, on a des belles surprises. C'est quand il y a quelqu'un qui nous dit, qui commence à nous suivre sur Twitter et nous dire j'aime bien ce que vous faites. Là, tu fais oh c'est cool, c'est sympa, ça fait plaisir, tu vois quand on te dit ça. Tu t'es un. Puis tu regardes le gars ce qu'il fait parce que tu dis bah tiens c'est qui ce mec, tu vois. Et là tu te dis ah merde, moi aussi j'aime bien ce qu'il fait en fait. Je connaissais pas. Il s'appelle Stéphane de Caneva et en gros il dessine Métropolis, scénarisé par Serge Lemans, qui avait fait La Brigade Chimérique que j'avais beaucoup aimé. Et ça, je pense que c'est à peu près dans le même univers, mais j'ai pas lu. Mais il propose un webcomic qui s'appelle 100 milliards d'immortels, qu'il écrit complètement, qu'il dessine complètement, qui nous raconte l'histoire d'un univers où d'un coup les gens ne meurent plus. Et donc, on est dans cet univers futuriste où les gens ne meurent plus. Tout le monde est immortel. Et donc, quelles sont les conséquences sur l'univers, sur les gens, etc. C'est superbement dessiné, c'est vraiment très joli, on voit ce côté professionnel. Je ne sais pas pourquoi Stéphane de Caneva n'a pas trouvé d'éditeur, sans doute parce qu'il a choisi un pseudonyme, Bryant Michel Bandy, qui parle un peu trop, qui fait penser à une sorte de scénariste de BD américaine assez connu. Ça l'a peut-être desservi, je sais pas, j'ai un doute. Bref, c'est une histoire vraiment sympa, dont le dessin est très plaisant et que je vous encourage à lire. Il a fait un peu plus de 22 planches au moment où nous enregistrons, parce qu'il part vraiment sur du format comics, c'est vraiment son idée. Et c'est, voilà, j'attends la suite avec impatience. Tu vois, t'as acheté un œil, t'en as pensé quoi ? Déjà, j'étais sur le site de Stéphane de Caneva et j'étais là, je me dis waouh, c'est super classe. Et là, j'ai commencé à lire en fait 100 milliards d'immortels. Et en fait, tu m'as perturbé parce que du coup, tu m'as coupé dans ma lecture, tu vois, voilà, c'est pas sympa. Oui, mais c'est parce que là, on est là pour travailler, on n'est pas là pour lire, monsieur. Ouais, mais ça a l'air vraiment bien aussi. Donc du coup, écoute. C'est dans tes favoris. Non, ça va être, je pense, comme tu dis, je trouve ça assez étonnant en fait que c'est pas publié. Ouais, parce que il y aurait matière, quoi. Graphiquement, c'est joli, scénaristiquement, c'est bien écrit, donc j'ai eu des choses moins bonnes publiées, donc il n'y a pas de raison. On enchaîne avec Le secret des cailloux qui brillent. Alors, sous ce titre étrange, se cache une œuvre lancée par plusieurs auteurs.
Alors, ils sont très nombreux. Il y a Tarmaz, Emmanuel Espinas, Jeanne Ballas, Luchy, Timothée Le Boucher, Yamia Baudouin, Exaeva, Thomas Mathieu, Mortis Ghost, STC 019, Megaboy, Fanny Grosson, Ima, Xavier. Enfin bon, ils sont des tonnes. Allez, on va dire bout. Aurore Vegas, Myriam Mal, Xavier Bouissou et Nina Le Chartier. Comme ça, j'aurais dit tout le monde. Donc, qui ont décidé d'essayer de lancer une série à suivre avec un nouveau chapitre toutes les semaines dans un monde médiéval fantastique et qui utilise des techniques entre le turbo média et la bande dessinée traditionnelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans du case par case, avec quelques cases un peu animées, avec des animations qui ont lieu, plus ou moins réussies, hein. On est toujours dans les j'ai envie de dire, dans les expérimentations à ce niveau-là. Et des auteurs qui sont vraiment très marqués graphiquement, avec des styles très forts, et puis des auteurs qui sont aussi très marqués thématiquement, qui sont beaucoup sur... Enfin, c'est sous-jacent, parce que certains de ces auteurs, je les connais et je les suis sur leur blog personnel. Les thématiques du féminisme, de la sexualité, de l'acceptation, etc., sont très présentes dans leurs œuvres en général. Et ça crée une œuvre très sympa. Par exemple, le simple fait d'avoir choisi comme, en tout cas ce qui semble être l'héroïne pour le moment, j'imagine que ça va changer. Donc une héroïne balèze, baraque, crâne à moitié rasé, avec une cicatrice sur la gueule, c'est pas courant. Ça change des héroïnes à grosse poitrine bien foutues. Hein. C'est vrai. Bref, c'est une bande dessinée bien foutue et il fonctionne avec un système de Patreon. Je me suis toujours posé la question si dans notre émission on mettait les Patreon avec le crowdfunding ou si je le mettais un peu dans le webcomics. C'est difficile de déterminer. Donc il fonctionne avec un Patreon. L'idée c'est que il cherche à avoir un financement qui leur permette de gagner un petit peu d'argent, d'au moins remplir les frais de ce que ça coûte, parce que quand même c'est du travail. Et donc en gros, chacun décide combien il veut donner. Moi, j'ai décidé de leur donner des sous parce que j'ai envie d'encourager ce genre de projet. Ouais, moi, tu vois, je suis militant. Moi. Pour le moment, en même temps, donner un Patreon, tu donnes à peu près ce que tu veux, mais je pense que ça doit être quoi, 1 ou 2 euros par émission. C'est en dollars. Déjà, Patreon, c'est en dollars. Donc, pardon, c'est pas désolé. Excuse-moi. Voilà. Moi, tu donnes $1 par épisode et tu peux donner un maximum par mois. Donc, moi, en gros, j'ai décidé que je leur donnais 3 $ par mois max. C'est ce que j'ai décidé que je leur donnais, parce que je donne à d'autres Patreon et qu'à un moment donné, je peux pas donner à tout le monde. Hein. Il y a aussi ça qui joue. Mais oui, c'est des projets qu'on a envie de soutenir et en donnant chacun un petit peu, ça permet à des auteurs de travailler, de proposer des choses originales, de proposer des choses sympathiques. Et en tout cas, voilà, il y a 3 épisodes qui sont publiés au moment où on enregistre. Il y en aura sans doute plus au moment où vous écouterez cette émission. Pour le moment, le premier épisode était sympathique. Le deuxième, j'ai trouvé qu'il y avait de très belles trouvailles. C'est vraiment très sympa. C'était Marion Espinache, je crois. Je sais plus. Bref, une série intéressante, pleine de bonnes idées et qui mérite, je pense, d'être suivie. Tu y as jeté un œil ? Non. Non, donc tu n'as rien à dire. En fait, je suis désolé, je suis en train de continuer à lire 100 milliards d'immortels, qui est vraiment excellent, en fait. Oh là là. Désolé, ça intéresse-toi va. aux autres un peu. Ça va, je suis pas égocentré, quoi. C'est bon. On poursuit avec The Winds That Check the Panties. T'as vu un peu cette prononciation, comme d'habitude. Traduction, ça fait quoi ? Le vent qui secoue ton pantalon. C'est ça, en gros. Ouais. C'est Gunther qui dessine ça. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru que c'était... On disait Gunther au lieu de Gunther, ouais, ça peut aussi. Non, mais j'ai toujours cru que c'était un Léturgie qui dessinait cette série-là, parce que à la base... Oui, je m'y dis. Léturgie, ouais, faut préciser, parce que là, du coup, c'est... Léturgie, c'est une famille d'auteurs qui sont voilà. vachement bons, qui ont fait des Spoon et White à une époque, qui avait fait un projet qui a foiré, mais que j'aurais bien aimé que ça marche. Bien aimé, ouais, il était triste. Parce que j'avais mis des sous dedans. Bref, donc c'est Gunther qui dessine. Il a un style de toute façon très proche des Léturgies. C'est du strip, c'est drôle. On suit 2 personnages, une sorte de koala et une sorte de chien, qui nous racontent un peu leurs histoires. Et c'est bourré d'humour, c'est débile, c'est du strip, moi, comme j'aime. Graphiquement, ça fonctionne super bien. Moi, j'ai découvert sur Tumblr, donc ils ont lancé leur site internet. Il a lancé son site internet.
Et franchement, voilà, je vous recommande d'aller jeter un œil. C'est dans le genre strip, c'est super efficace, c'est super drôle. Et je suis très difficile dans ce genre-là. Voilà. Tu es toujours en train de dire 100 milliards d'immortels? Non, je suis en train de lire le Wind That Check de Pantis. Tu Et veux alors finir cette histoire 2 secondes? Ah, vas-y, finis ton histoire. Meuble pendant encore Je une meuble. minute. Donc, Gravelax, Billy, Frunsluk, Furflunk, Stinksluk. Pourquoi Gravelax? Parce que tu sais que t'as le saumon Gravelax en fait. C'est un saumon qui est préparé en fait avec une. Parce que j'étais dans le truc suédois. Ok. Quand je meuble, en fait, je suis dans le suédois, moi, tu sais. C'est pour ça. Ok. C'est- Non, c'est sympa de Wind That Check de Pantis. Cette check de Pantis. Non, c'est. Par contre, je ne m'explique pas le choix des animaux. T'as l'impression qu'ils sont en hiver. On dirait un chien et un koala. Le gars, il se fait plaisir à trouver les personnages qu'il a amusé à dessiner, et voilà, quoi. Ouais, mais enfin bon, je veux dire, le koala en milieu arctique, chaud quand même pour lui, quoi. Ou froid. Mais c'est pour ça qu'il s'est habillé chaud. Tu pas vu? Il a mis une fourrure sur la tête. Et autour du slip aussi. Ouais. Mais du coup, il a quand même la goutte au nez. Bah oui, il fait froid. Ouais. Enfin, ouais, non, ouais. Retourne sur 100 milliards d'immortels, c'est ça. Ouais, je retourne. Non, mais c'est bien quand même, c'est drôle. Voilà. J'ai bien aimé là, le The Revenant. Oui. Allez, parle-nous un peu de trucs de mec. Alors moi, je vais vous parler donc un truc de mec, oui, parce qu'en fait, Pied se moque de moi parce que je n'arrivais pas à retenir le titre de Zep, une histoire d'homme, et que sur le conducteur, le chauffeur de notre émission, je mettais un truc de Running gag, le chauffeur. le chauffeur, le truc de mec, j'arrive pas à me retenir le nom. Enfin bon, Zep, une histoire d'homme. Je crois qu'on connaît Zep, hein, déjà. Alors Zep, il est un peu connu, il a fait un mec avec une grande banane, Lucien. Non, Ah c'est merde, l'autre, c'est la banane jaune. C'est la banane jaune. Pauvre slip. Donc Titeuf, et ben voilà. Donc, Tu l'attendais pas là-dedans. Hein. alors clairement, je ne l'attendais pas là-dedans, oui. Qu'est-ce qu'on va voir? On va suivre en fait Ouais, j'ai voulu faire tomber la table. Vas-y, continue. on va suivre les aventures, en fait, l'histoire de 4 gars qui avaient formé un groupe, on va dire, quelques années auparavant, et bah, ce groupe a splitté suite à différents événements qui sont arrivés à Londres. Le premier jour, ils ont failli passer la BBC. Et en fait, un seul des 4 en fait, est devenu une star. Et les 3 autres, en fait, ont chacun eu leur petite vie. Hein, Dont un qui est un gros loser. dont un qui est le frère du chanteur et qui est un gros loser. Voilà. Un livre rempli d'une belle introspection. On revient sur tous les trucs de ta vie que t'as raté, que tu as raté, qui ont changé tout le cours de ta vie. Voilà. C'est qu'est-ce que tu pourrais faire pour essayer de remédier à ça. On a aussi le 4 potes qui se retrouvent 30 ans après et qui essayent de recoller les morceaux, chacun en Pour ayant... le pote toujours lourd, mais qu'on aime bien. C'est ça, le pote toujours lourd qu'on aime bien, qui a toujours des problèmes relationnels avec tout le monde, dont ses femmes et ses ex-femmes, parce qu'il les collectionne. Moi, j'ai été surpris de retrouver Zep dans ce créneau-là. Je le connaissais pour d'autres trucs quand il avait fait... Ouais, Wonderful, le machin chose. ouais, les trucs sur le rock. Happy Sex, Happy Rock, Happy etc. Rock, voilà. Où on était toujours dans l'humour, en fait. Voilà. Et là, c'est moins drôle. Parce qu'il y a quand même un événement dramatique dans l'histoire du chanteur Star. c'est la mort de son fils. Et tout l'enchaînement, c'est lourd, quoi. Il y a un gros pathos, quoi. Puis ces relations entre les personnages sont très crédibles et très... Oui, tout est crédible. Et j'ai trouvé qu'il y avait, même si c'est sexe, drogue et rock'n'roll, quoi, il n'y a rien dans l'exagération. On est dans quelque chose quand même qui est posé, c'est pas exubérant, c'est juste. Et voilà, ouais, j'ai été très agréablement surpris. Voilà, clairement. Et je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Graphiquement, en plus, il se sort... Enfin, je veux dire, on m'aurait pas dit que c'est putain. Zep... Oh, t'as failli dire une phrase. Il se sort les doigts du cul. T'as failli Non, dire c'est ça. pas ce que j'allais dire. Il sort totalement des clichés auxquels on a l'habitude. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Donc... Rattrape-toi au cocotier, vas-y. Non, c'est vraiment ce que j'allais dire. Et on ne dit pas Castile. Hein. Ouais, putain. Donc, en gros, graphiquement, oui, il est sur un style réaliste, qui est pas celui auquel on a l'habitude de le voir. Moi, je le connaissais déjà, Zep, avant ce qu'il faisait dans Titeuf, dans sa série Victor.
qui passait dans Spirou, enfin un truc rien à voir, mais qui était toujours dans un côté un peu humoristique. Il y a un travail sur les cases aussi, que j'aime beaucoup, c'est ces cases floues. Il n'y a pas des contours nets. On a l'impression qu'il a posé de la couleur et que le dessin dépasse de cette couleur. Et parfois, il joue de ça, où il fait des cases, où on passe d'une case à l'autre. C'est très efficace. Ça me fait un peu penser à ce que peut faire Esner sur certains points. Un côté aussi au niveau du travail de la couleur, c'est-à-dire que chaque séquence a sa couleur. Ouais. Chaque séquence est en bichromie, en fait. Donc le bouquin est en quadrichromie, parce que forcément, tu peux pas faire que quelques pages en bichromie, mais chaque séquence a sa bichromie qui va donner un ton, une ambiance, qui fonctionne très bien. Et puis c'est une BD de dialogue. Il y a quasiment que du dialogue, en fait, dans cette BD. La mise en scène joue beaucoup, mais et des dialogues qui sonnent justes, qui sonnent vrais, et où on s'attache à ces hommes qui se retrouvent, qui repensent à leur vie passée, à leurs échecs, à leurs réussites, où celui qui a le plus réussi, c'est pas forcément celui qui est le plus heureux. Mais bon, ça, on est dans le cliché. Hein. Et celui qui est le plus malheureux, il est tellement proche du bonheur qu'il aurait peut-être pu faire un effort dans sa vie. C'est un peu la conclusion, j'ai envie de dire. Donc j'ai passé un très très bon moment avec cette bande dessinée qui était sortie chez Rue de Sèvres. Mais là, c'est une France Loisir que t'as, mais c'est chez Rue de Sèvres. Ouais. Un bon éditeur. Une bonne découverte, quoi. Voilà. Bravo Pied d'être abonné à France Loisir. Ouais, il faut un jour que je pense à leur envoyer mon recommandé. Alors, tu sais, j'ai quand même presque l'impression que c'est un petit peu le running gag de France Loisir, c'est le recommandé pour des abonnés. Non, mais c'est un peu le running gag aussi, tu vois, dans Friends, quand ils essayent de se désabonner de la salle de sport, quoi. Ouais, j'en suis pas encore là. T'as la bombasse qui vient te dire que tu veux désabonner, c'est ça? J'en suis pas encore là, de Friends. Je suis en train de rattraper. Donc, tu en fais quoi? Moi, j'ai mis... J'en ferai quoi? C'est le livre qui est sympa pour l'introspection. Tu l'offres à ton frère? Merci. Voilà, exactement. T'as touché du doigt le sujet, tu es dessus. Tac, voilà, ça y est, ça fait mal. Désolé, là je crois que j'étais dans l'intime, là, hein, gars. Voilà, non, mais c'est ça. C'est quand tu te fais la gueule avec ton frère, ou que tu te la fais pas, ou que tu te la fais un petit peu, mais pas franchement. C'est un bon bouquin à lire. Ça te remet peut-être des choses en place aussi. Tu peux après essayer d'extrapoler là-dessus, de bosser sur ton... Chacun son truc. Moi, mon frère, faut plus que je lui offre Captain Biceps, tu vois. Donc c'est un autre genre. Ouais. Mais dans tous les cas, je crois qu'on peut dire qu'il faut qu'ils sortent les dos du cul. Ton frère? Tous. Tous. Voilà. Hein? Ok, moi je le mets, oui, effectivement, avec toutes ces aventures humaines, ces histoires touchantes. Ça va offrir à un frère, à un pote, à quelqu'un qui en est attaché. Mais c'est vrai que oui, ça reste une histoire très masculine. Hein. C'est un truc de mec de base. C'est très sexiste, en fait, si tu réfléchis bien. Mais bon, le monde est peut-être un peu comme ça. Pourquoi sexiste? Ça y est, on va rentrer dans le débat. Sexiste dans le sens... Attends, t'envoies le mot, vas-y. Le titre de la BD, c'est une histoire d'homme. Et je pense que ça correspond un peu à cette relation idéalisée qu'on essaie d'avoir entre hommes, où on veut pas assumer cette tendresse qu'on peut avoir entre nous. On veut pas assumer les difficultés qu'il y a, et on veut toujours avoir l'aide le plus fort, d'être le mec qui se la pète, quoi. Un côté un peu machiste. Tu vois, c'est putain, ce connard il a réussi alors que moi j'ai échoué, alors que sans moi il aurait pu y arriver. Tu trouves que c'est sexiste? C'est parce que justement, c'est. Parce qu'on est dans le cliché, on est dans le cliché un peu sexiste, sans être négatif. Que, justement, il essaye de prendre le contre-pied du truc de justement, voilà, l'homme fort, l'homme. Non, il y a l'homme dans sa faiblesse, quoi, ou dans ses faiblesses. Et c'est aussi l'homme moderne, quoi, le nouveau métrosexuel, quoi. Le catalogue, l'homme moderne avec tous les gadgets rigolos. Voilà, c'est ça. Voilà, avec les sextoys pour hommes. Non. Allez. Son avis. Hein, passe à la suite. Nous allons parler d'art. Nous allons parler d'art avec le Postello. Le Postello, c'est une histoire vraie. Par Monsieur Richez, un scénariste très présent chez Bambou et Grand Angle, et Monsieur Winock au dessin. C'est l'histoire d'un gars qui, petit à petit, se retrouve à être, en gros, marchand d'art brocanteur, quoi. Hein, il va chercher les toiles pour retrouver ça. Et un jour, il tombe sur une toile. Ça ressemble quand même vachement à un Degas, mais c'est pas signé. Mais ça ressemble quand même vachement à un Degas, quoi. Et petit à petit, on va suivre toute sa vie, je veux dire plus de 30 ans d'enquête, hein, où le mec va essayer
enfin, toujours retomber sur ce tableau qu'il a fini par garder, parce que c'est un peu ce qu'il a lancé dans sa carrière, à se demander, est-ce que c'est vraiment un Degas ou est-ce que c'en est pas un et où son enquête, c'est plus pour l'intérêt de l'histoire de l'œuvre que pour l'argent que ça pourrait lui rapporter, parce que bon, ça l'intéresse aussi l'argent que ça peut lui rapporter, mais on sent une sorte de passion, De passion pour l'art. Ouais, pour l'art et pour savoir, pour connaître l'histoire, pour savoir ce qu'il y a de secret derrière. C'est, voilà, on a un tableau, ça ressemble à du Degas, mais il y a plein d'énigmes. C'est-à-dire que ça ressemble à un tableau qu'on trouve au Boston Museum, mais par rapport au tableau de Boston Museum, le style a l'air plus récent, sauf que le tableau a l'air d'être daté plus ancien. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on sait? Il y a plein de mystères autour de ça. Et ensuite, toutes ces enquêtes où le gars a eu la chance de pouvoir profiter des services d'études très scientifiques autour de l'art, où ils ont pu faire des analyses spectrographiques, machin chose. Enfin, là, je dis des mots au hasard parce que j'y comprends rien. Les experts, quoi. C'est des experts, les experts de l'art, quoi. Et on suit un peu toute cette enquête, et c'est super intéressant, en fait, parce que qu'est-ce qui fait qu'un tableau est vrai? Comment est-ce qu'on sait qu'une œuvre d'art est vraiment de la personne qui prétend le déterminer? Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec des sortes de paradoxes du merde, le style graphique est moderne, mais ça a l'air d'être situé avant. Et ils cherchent ces explications-là tout du long, et apparemment ils en ont. Et puis surtout, comment est-ce qu'on s'oppose aux gens qui te disent, qui sont censés être des grands noms dans l'expertise et qui te disent c'est un faux, alors que tout ce que tu as comme information aurait tendance à te confirmer que c'est un vrai. Bah, donc Voilà. c'est ça, c'est toujours le problème compliqué. Et puis surtout la vie de couple aussi du gars qui commence à rentrer dans sa passion, mais là on rentre encore dans le sujet du pauvre gars qui est à fond sur un sujet et qui doit l'assumer jusqu'au bout. C'est génial parce qu'en fait on a vraiment deux histoires en parallèle. On a l'histoire de cet homme qui part de rien, parce que c'est un merdeux, hein, c'est un petit con au début, un arnaqueur, et qui rentre dans le milieu du marché de l'art petit à petit, qui devient même quelqu'un de plutôt bon, d'honnête, qui fait bien son boulot. Et en parallèle, on a l'histoire de ce tableau, où tout du long, je me suis demandé, effectivement, j'avais un doute. Et ils arrivent à te garder le doute tout du long de l'histoire, à savoir si c'est un vrai ou un faux. Je sais pas si tu as eu cette sensation-là. Bah, disons que tu as toutes les expertises, les discussions qui font que le côté ensuite que ça, le gars en devient complètement Oui, il y a une obsession. obsessionnel, quoi. Il va aller chercher tous les croquis de Degas qu'il a pu faire. Il fait le tour du monde pour aller sur tous les musées, machin Voilà, chose. enfin bon, c'est un truc de ouf, quoi. Mais il y a un côté passionné pour l'art qui est vraiment, je trouve, très, très beau, quoi, à regarder quand il essaie de comprendre, en fait, l'artiste dans son travail. Et ça, je trouve, c'est vrai, c'est vraiment bien rendu dans le bouquin. Surtout que bon, ils finissent par un petit côté documentaire à la fin. Ils nous expliquent quelles sont les techniques actuelles pour déterminer la véracité d'une œuvre d'art, ce qui est vrai, etc. Donc ça marche plutôt bien. Graphiquement, t'en as pensé quoi? Alors, graphiquement, je t'avoue que je ne l'ai pas refeuilleté et j'en ai un lointain souvenir. Moi, ça me... C'est voilà. efficace, C'est c'est classique, c'est, c'est pas exceptionnel. C'est pas un dessin qui te fait faire waouh. Voilà, bah, t'as tout résumé. Non, moi, ce crayonné qui est pas... je trouve qu'il est pas assez... Enfin, pour moi, il est pas assez marqué. Mais ça sert le propos. Ça sert le propos, mais je trouve que c'est pas assez marqué parce que les personnages manquent un peu de tranchant, quoi, sur le trait. D'identité. C'est-à-dire qu'en gros, il y a pas... il y a peu de personnages dedans, donc on arrive à s'identifier, mais il y aurait eu plus de personnages, on aurait vite été largué, je pense, parce qu'il manque d'identité. Ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, ça fait quand même une très jolie histoire. Oui, Et puis... puis surtout qu'il te sort, moi je trouve ça, enfin, il est resté quand même quelques temps avant je me décide à le lire, mais c'est un truc qui est quand même intéressant, pertinent, et surtout qui te sort, on va dire, des sentiers battus, quoi. je trouve que la couverture a raté. Alors, clairement, la couverture n'est pas vendeuse. Ah non, mais vraiment pas, quoi. Il y a un problème avec la couverture. Mais le sujet est tellement intéressant que je pense que voilà, ça dépasse cette couverture, ça dépasse le côté graphique qui est sympa sans être exceptionnel, tu vois. On est vraiment sur un sujet, moi, que j'ai trouvé vraiment passionnant de bout en bout.
Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on connaît peu, en fait. En fait, surtout, c'est le polar, c'est l'enquête dans le domaine le de... polar avec un T à la fin. Et jeu de mots. Oh, le polart. Le polart, voilà, c'est ça. C'est le polar dans le monde de l'art. Mais qui est intéressant parce que du coup, tu suis les différentes avancées, Les évolutions scientifiques avec le temps aussi. Oui, genre, il arrive. Ah non, mais ça, quand tu l'as fait, on n'avait pas cette technique-là de malade. Oui, parce que voilà, on voit aussi que au fur et à mesure, quand les tableaux commencent à être de plus en plus chers, les techniques s'affinent parce qu'on essaye vraiment de savoir si c'est des vrais ou des faux, quoi. Puis on voit aussi que le gars, il a la chance d'avoir un réseau de contacts qui lui permet d'accéder à des techniques qui, normalement, ne sont pas accessibles. Et on se rend compte aussi que l'expertise au niveau de l'art, à l'heure actuelle, c'est une forme, j'ai envie de dire, ça fait amateur, quoi, tel qu'ils te l'écrivent. En gros, c'est un gars qui regarde le tableau qui dit « Ah ouais, ça a l'air d'être vrai ». Et à partir du moment où il dit « ça a l'air d'être vrai », c'est bon, quoi. Oui, mais sauf que du coup, après, tu vois quand même que maintenant, il y a des trucs... Oui, non, mais la science arrive derrière. Mais ça coûte tellement de cher d'investir la science dans l'expertise que globalement, c'est juste un mec qui regarde et qui te dit ce qu'il en pense, quoi. D'où il y a eu d'autres affaires, hein, tu sais, les gars qui faisaient des faux, il y avait toute une affaire là-dessus, le couple qui faisait des faux d'œuvres d'art, qui inventait des faux machin choses et qui arrivait à les vendre. Il y a eu toute une histoire là-dessus qui était sympa aussi. Mais voilà, enfin bon, sujet super intéressant sur l'art de façon générale. Tu en fais quoi? J'ai mis, je le mettrais avec mes trucs d'histoire vraie. Après, je pense que, tu vois, c'est ça, c'est le bouquin bon, voilà, qui plaise aux personnes qui travaillent dans l'art, quoi. Oui, moi je le mettrais en rayon histoire de l'art parce que voilà, la question que je me pose c'est ça, c'est histoire de l'art. On est vraiment dans, on n'est pas purement dans un passage de l'histoire de l'art, mais ça te donne un point de vue sur l'histoire de l'art qui, je pense, très important. Et surtout sur le fait qu'on peut trouver encore il doit y avoir des dizaines et des centaines de croûtes qui doivent être en train de traîner sur plein de murs de France et dans plein Puis des d'autres tableaux pays. pourris d'auteurs reconnus. Et en fait, voilà, qui sont en fait Mais d'auteurs comme ils sont connus. pourris, on va pas dire non, mais c'est pas lui qui l'a fait vu que c'est pourri. Sauf que bah oui, mais ils ont fait des trucs pourris, les gens reconnus aussi. Ou des croquis préparatoires qui doivent être dans des cartons, et qui en fait sont Et puis aussi des faux. aussi. Et voilà, enfin non, il y a tout parce ça. que les mecs sont bons pour faire du faux, ça arrive. Oui, bah moi je le mets vraiment, ouais, c'est rayon histoire de l'art parce que je pense que ça donne vraiment un éclaircissement sur les difficultés qu'il y a à faire l'histoire de l'art, sachant que on se retrouve sur le cas classique, hein, Van Gogh, ça valait que dalle quand il était vivant et ça vaut des tonnes maintenant. Et comme le disait une auteure que j'aime beaucoup, acheter des œuvres d'art maintenant, ça fait vivre des auteurs et ça vous coûte moins cher. Achetez tant qu'ils sont vivants. Ouais, mais enfin, même acheter de l'œuvre d'art, ça demande quand même un budget. Oui, mais bon. Même sur un auteur qui est pas reconnu. Tu trouves des bons trucs pour les 500 euros. C'est un petit budget, hein, 500 euros pour de l'art, mais, Oui, si mais tu peux te le permettre. Oui, mais c'est ça, c'est que faut voir quel pourcentage c'est de ton salaire. Hein, un petit garnido, hein, 500 euros. Tu les mets? Non, parce que c'est déraisonnable par rapport au fait que du coup, je boufferai même pas des pâtes, quoi. Je boufferai pas ce mois-ci. Pour tes 40 ans, tu veux pas un petit garnido à 500 euros? Non. Offre-moi une bonne bouteille de vin, on se fait un petit barbecue tranquille. Bon, au mois de décembre, ça va être Tu faisais le vin à 500 euros, franchement. Non, mais tu m'offres justement une petite bouteille de vin à 30-40 euros, si tu veux. On se fait ça avec des petites grillades tranquillou. Ça m'ira très bien. Dans les bois d'Émilie Carole chez Casterman. Alors, dans les bois, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans les bois, c'est tout ce qui s'y passe, tout ce qui fait peur, tout ce qui a peuplé vos nuits d'enfant et qui vous a toujours terrorisé sous la couverture, que vous étiez en train de vous cacher en vous disant pourvu qu'ils ne viennent pas. Dans les bois, c'est un recueil de contes pour adultes. Voilà, de contes sanglants, de contes qui font peur, d'histoires d'enfants où franchement il y a des moments où tu te dis si on m'avait raconté ça quand j'étais gosse, je pense que j'aurais arrêté de dormir. Oui. Voilà. C'est bien flippant. C'est très très flippant. On a, je crois, 4 ou 5 histoires différentes. Là, j'ai plus en tête le nombre exact. 4 ou 5 histoires différentes, mais qui sont vraiment très
très bien mené. C'est très... Alors, j'en avais déjà parlé de Emily Carroll parce qu'une de ces histoires avait déjà été publiée. J'en avais parlé dans une rubrique online. À l'époque, je l'avais lu en VO. Hein. Là, c'est Son visage ensanglanté. Juste pour vous donner une histoire du ton, Son visage ensanglanté, c'est l'histoire d'un homme qui voit son frère qui est en train de faire la teuf, discuter et draguer. Sauf que son frère, il l'a tué. Et que donc, ce n'est pas son frère qui l'a devant lui. Et il se demande qui c'est. Voilà. C'est le genre de ton. Vas-y, poursuis. Voilà, donc vous avez différentes histoires. Voilà, il y en a 5 en tout. La dernière histoire sur le loup et... La conclusion, oui. La conclusion, voilà. Oui, en plus, c'est intitulé comme ça. Hein, je vais y arriver, il me reste une page à tourner. Conclusion, c'est l'histoire qui s'appelle Conclusion. Sur le chaperon rouge et le loup, donc la petite fille qui va aller voir... Jamais nommé clairement comme chaperon rouge, mais ça compense tout de suite. Voilà, elle a un petit châle, elle a un grand châle rouge, elle a un petit panier à la main, elle traverse la forêt et il ne lui arrive rien. Voilà, donc elle est toute contente, elle va se coucher. Tu vas spoiler ? Et elle va se coucher. Voilà. Mais quelle belle nuit, quelle longue marche. Je savais que le loup ne me trouverait pas. Et là, le loup arrive et lui parle, mais on vous dira pas ce qu'il lui dit, parce que sinon, ce serait spoilé. Mais clairement, je trouve ça assez très bien mené, très flippant, parce que c'est vraiment j'ai retrouvé, on va dire, On ne sait pas si le narrateur est fou ou si la situation est effrayante. Ouais, mais c'est vraiment du conte pour adultes, c'est vraiment du conte pour faire peur, quoi. C'est du conte pour te dire, tu dois écouter ce que te disent tes parents. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Quand ton père te dit qu'au bout de 3 jours, tu dois aller taper chez le voisin, va taper chez le voisin. Tu attends. Ne reste pas là. C'est ça, c'est exactement ça. C'est voilà. Graphiquement, c'est magnifique. Graphiquement, il y a un travail sur le noir, sur le blanc. En gros, tout est très obscur et très sombre, mais les personnages sont lumineux. Sont tout en couleur, tout en blanc, les personnages. Il y a un travail sur les couleurs qui est assez minimaliste, où l'auteur va travailler sur des couleurs très tranchées, très fortes, pour vraiment accentuer les choses. Alors, sur la dernière histoire, il y a un peu plus de finesse dans le travail de la couleur, qui est vraiment plus joli, avec un peu plus de dégradé, de forme de couleur, mais qui colle très bien à l'histoire pour le coup. Hein. Mais c'est beau, c'est d'une finesse. En termes de narration, il y a aussi un travail sur le regard. Comment est-ce que notre regard va circuler dans la page au fur et à mesure que les personnages se baladent dans l'histoire. Moi, il y a une planche qui m'a marqué, où on voit les contours d'une fenêtre. Donc c'est très carré. Et d'un coup, on voit que le personnage va taper un autre. Et là, les cases sont complètement distordues, complètement fracassées. Et donc, on part de quelque chose qui est très carré sur quelque chose qui est complètement explosé. Voilà, un travail que je trouve admirable au niveau de la couleur. Et c'est superbe. Et puis en plus, l'édition est top. L'édition est top. Avec le petit signet en tissu pour tenir les pages. La couverture en vernis sélectif, gaufré, machin chose qui déchire. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, tous les passages qui se passent dans la nuit. Parce que bon, forcément, pour des contes... Je pense que ça se passe au Canada. Je sais pas pourquoi dans ma tête, ça se passe au Canada. Parce que ça pourrait. On est dans les bois, mais tu sais, dans les bois, quand tu vis dans une maison dans les bois où tu es à 40 000 km de n'importe quoi, pour moi, c'est le Canada. Ouais, ça peut. Ça s'appelle le Gers aussi, je crois. Je connais pas le Gers. Je connais pas le Canada non plus, mais... Ah ouais? Non. Putain, merde. Ouais. Ah ouais, non, c'est moi qui étais avec ta femme quand elle est partie en voyage. Putain, dit comme ça, c'est louche. Comme ça, c'est très chelou, quand même. Ouais, mais il y avait ma femme aussi. Ouais, crème. Merde, c'est encore plus chelou quand même. Donc ouais, non, c'est le passage la nuit, parce que du coup, on n'a plus de bord de case, on a des pages qui sont entièrement noires, et on a juste les personnages qui sont éclairés et les différents objets. Et je trouve que ça donne vraiment une ambiance, presque voilà la même ambiance que tu te dirais la nuit quand tu es dans ton lit, quoi, où tu penses les trucs, tu imagines des choses. Puis t'es entre la finesse et l'horreur, parce que le dessin est fin. Le dessin est vraiment... Le trait est vraiment magnifique, quoi. C'est doux, etc. Et puis d'un coup, paf, tu vois, un éclatement de couleurs qui va te créer une horreur auquel tu t'attendais pas. Parce qu'en plus, c'est toujours au moment où tu t'attends le moins que le truc terrible arrive, où les dents vont apparaître à l'intérieur de ton corps, où le système sanguin va sortir de toi. Enfin, tu vois, rien que... Enfin, c'est génial. Non, c'est vraiment très bien fait. Qu'est-ce que t'en ferais, toi? Moi, ça, je le garde pour raconter des histoires le soir. Tu
vois, je raconte l'histoire le soir à tous mes amis pour que la nuit dure plus longtemps, car personne ne va dormir. Ouais, c'est ça. Fini de t'étouffer. Et qu'est-ce que t'en fais? Moi, c'est vraiment, quand je disais, tu vois, c'est des contes pour adultes. Il faut être Ou pour adolescents, je veux dire, ça, tu racontes ça à l'adolescent, c'est génial, c'est top. Pour l'ado, tu balances ça dans les dents. Ouais, l'ado, et c'est en fait c'est à ce moment-là que tu t'aperçois en fait que c'est encore un enfant et que du coup il va te faire chier parce que tu vas avoir un truc de 1m80 qui va venir dormir dans ton lit. Bravo. Ouais, mais c'est trop top pour les ados, bravo, ça, tu leur balances ça dans la félicitations. face. Ah ouais, tu veux faire le grand, t'as peur de rien, tiens, je vais te lire ça, petit con. Voilà, conte pour adultes. Mais Ok. c'est le truc à offrir, je pense, parce que ça peut faire une bonne discussion. C'est un beau livre, quoi, en plus. En plus, c'est un très beau livre. C'est une très belle édition. Ah, monsieur François Zir, qu'est-ce que vous avez acheté encore? Non, c'est celui qui est avant, c'est 3. Oh merde, c'est C'est pas pas monsieur celui de François François Zir. Zir, non, c'est celui de Cornelius. Oula, je crois que c'est le dernier de l'opération SBAM qu'on a fait traîner le plus longtemps possible. l'an Ça fait dernier. presque 1 ou 2 ans, tu vois, que ça traîne. C'est 3 de Hugues Micol. Donc, c'est chez Cornelius et c'est un bouquin étrange. 3, nous allons suivre dans une histoire totalement muette en noir et blanc une course-poursuite Ouais. entre un flic et un gars qui a mangé un poisson. Et le fait qu'il ait mangé ce poisson lui a fait pousser des ailes qui lui permettent d'avoir des pouvoirs et de s'échapper. Ça, c'est le chapitre 1. C'est un bon pitch. C'est un très bon pitch. En gros, typiquement, on a l'impression que c'est une histoire qui n'a été écrite que pour un prétexte à raconter une poursuite, à mettre en scène cette poursuite et à créer des scènes d'action intense derrière. Et donc, on se retrouve avec une sorte de paradoxe de je veux faire un truc qui raconte que de l'action, mais je vais faire de l'expérimental. Voilà, en général, quand tu fais un truc que de l'action, tu veux faire du décérébré, pas de l'expérimental. Et là, on est entre les deux. Et je trouve que c'est très efficace dans le genre. On est dans une BD assez exigeante, hein. Je veux dire, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Mais ça marche super bien. C'est péchu, les scènes sont super bien menées. Parfois, on a tendance à mélanger un peu les personnages graphiquement, ce qui est un peu le souci, j'ai envie de dire. Ils sont pas assez marqués l'un de l'autre. Mais bon, c'est du détail parce qu'on s'y retrouve. Et l'histoire est sympa. On a sorte de, voilà, on se demande, on trouve après, un peu plus tard, on trouve des endroits où ils élèvent ces poissons qui donnent des pouvoirs, et les flics essaient de les récupérer pour enquêter dessus, pour savoir d'où viennent ces poissons, etc. Voilà, c'est surprenant, mais graphiquement, c'est très efficace. Au niveau de l'histoire, je pense que c'est secondaire parce que le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'efficace graphiquement. Et on est vraiment dans une expérience narrative. Ça accrochera pas tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas la BD que je mettrais dans mon top 10 des meilleures BD du monde. Mais ça marche. Voilà. Thio? Moi, ça m'a fait penser un petit peu à du loup-bapo, tu vois. On se donne une contrainte, on fait pas de texte et on essaye de raconter une idée. Tu attends de page pour faire cette idée-là, quoi. Voilà, vas-y. Et ça fonctionne, clairement. Je suis d'accord avec toi sur le fait que voilà, la poursuite, on la vit, c'est palpitant. Et pourtant, on n'a pas de texte. Mais en fait, on se raconte l'histoire dans notre tête. Puis, on sent qu'il y a un côté écriture automatique. Je sais pas si tu as remarqué, à certains passages, on voit que le personnage est dessiné par-dessus le décor. Il y a les traits de décor. Je pense que ça a été directement fait à l'encre, en fait. Il n'y a pas de crayonné. D'où ça a un côté, pour le coup, encore plus magistral, j'ai envie de dire. Hein, parce que faire un truc d'action directement, avec en plus, il y a des travaux sur la plongée, la contre-plongée, etc., tu vois, sans crayonner, c'est assez efficace. Mais c'est vrai que... Puis bon, en plus, ils ont réussi à avoir une chute qui est sympa en soi, qui tient la route. Voilà, on a vraiment eu une poursuite de je sais pas combien de pages, il y a plus d'une centaine de pages de poursuite, et ça marche, quoi. Mais par contre, clairement, c'est pas le bouquin à lire le soir au coin du feu, quoi. C'est pas le truc à se passer, à se repasser. Ça se lit vite, mais on est dans l'exercice. Voilà, c'est exactement ça. C'est un exercice de style. Mais un exercice de style réussi, efficace et qui tient la route. Oui, mais moi je le mets avec j'ai envie de dire les ébauches. Tu vois, c'est ces choses qu'on fait pour se mettre en forme. Peut-être Comme pour quelque chose de réciter plus Ségan, ambitieux derrière. Comme réciter Ségan tous les matins pour un pianiste. Ouais.
Ouais, se faire la même mécanique. Ouais. Ça fait une grosse mécanique quand même de 100 pages. Hein. C'est ça. Ouais, il y a bien Trondheim qui avait fait ses 500 pages de Lapino et les cartes de Patagonie en se disant c'est un exercice, 500 pages. 500 pages. Ouais, mais en fait, il y avait aussi, rappelle-toi que Trondheim, Boulet s'était moqué de lui en disant que quand ils sont partis à la Réunion, je crois, ils étaient en train de monter je sais plus quelle montagne. Et que lui, il est resté. Il est resté derrière. dans la voiture, ils se sont dit on va vite redescendre parce que sinon Trondheim aura déjà dessiné 2 ou 3 albums, le temps encore de monter et descendre. Enfin bon. Un exercice de style, oui, voilà. Moi, je le mettrais dans ma petite case loubapesque. Voilà, tous les trucs un peu bizarres qui font penser à un exercice où on se donne des contraintes, où on essaye de voir jusqu'où on peut aller. Et c'est un exercice réussi, pour le coup, qui se laisse lire, qui mérite d'être montré, j'ai envie de dire. Parce que souvent, les exercices, tu les mets dans un coin et tu les caches. Celui-là mérite d'être montré, je pense. Voilà, surtout chez Cornelius, qui en général fait des beaux bouquins, ce qui est le cas toujours. Allez, on passe à la suite. C'est là, monsieur François Lozier, vous Ah, avez ça y acheté est. quoi? C'était ça. Zita, la fille de l'espace. Alors, de Ben Atke. Il y a deux consonnes qui se suivent, je sais pas si c'est ça. C'est le Dès tome qu'il y a deux 1. consonnes qui suivent, on sait plus. Voilà, et donc c'est... Atoke, parce que nous, à Marseille, on dit Atke, Atoke. quoi. Atoke, quoi. Voilà, Ben Atke. On va suivre donc l'histoire de Zita. Zita, en fait, c'est une petite fille, tranquillou. Tranquille. Putain, mais sérieux. La mais- petite fille tranquillou. Ouais, sérieux, quoi. Lève tes feuilles, quoi. C'est vrai, c'est la note. Combien ça m'a coûté déjà? Vas-y, continue. Ignore-moi. Donc, Zita se retrouve, vit sur Terre, avec un de ses amis. Théo, je crois, ou Joseph. Ça a peu d'importance. Ça a peu d'importance. Et blamf, il y a une météorite qui tombe, qui a dû tomber là sur la Terre. Et dans cette météorite, il y a une sorte de petit instrument avec un gros bouton rouge. Et qu'est-ce qu'on fait avec Qu'est-ce le qu'on fait bouton quand il y a un rouge gros bouton rouge? On appuie dessus et là, ça ouvre un portail spatio-temporel et son copain est attrapé par le portail. Alors que va faire Zita? Bah, elle va rappuyer sur le bouton Parce que c'est une courageuse, elle va rappuyer sur le bouton pour aller sauver son pote. pour aller sauver son pote. Et elle va se retrouver donc sur une planète avec... c'est Joseph, en fait, ça y est, j'ai eu un doute, tu vois, mais c'est Joseph. Elle va se retrouver sur une planète qui est peuplée d'extraterrestres, d'extraterrestres en tout genre, avec plein de bras, plein d'œils de partout, des robots, des trucs énormes, des trucs tout petits. Et cette planète va bientôt disparaître parce qu'une astéroïde va leur tomber sur le coin de l'oreille. Mais il y a Donc- une prophétie. Mais il y a une prophétie, et cette prophétie, c'est que un enfant avec 2 bras, 2 jambes aura dans son cœur en fait la capacité de détruire l'astéroïde qui vient les percuter. Et c'est Joseph Et c'est qui forcément se fait enlever. qui se fait enlever donc par les adorateurs de ce truc. Et je sais plus comment il s'appelle. Alors, monsieur crache ses poumons, hein, je vous le dis, il est mourant. Je pense que la prochaine émission, je sais pas s'il sera là, on verra. Ouais, on verra. Et donc notre Zita va se trouver des compagnons on va dire d'aventure, dont une sorte de joueur de flutio, Un escroc local, quoi. un escroc local qu'on va appeler Pipo. Hein. Pipo. C'est son nom d'ailleurs. C'est Pipo, Pipo et Alto. Et ils vont en fait essayer de Plus un robot destructeur qui pense qu'à détruire tout dans le monde. Ouais, un robot qui était complètement Un autre robot qui a peur de tout. qui a peur de tout et qui s'est fait à peu près démonter dans tous les sens et qui est donc en fait à peu près en morceaux. Et ils vont essayer justement de sauver Joseph des griffes des méchants. Puis il y a aussi un gros balèze un peu bêta. Ouais, mais ça c'est après. Bon. Au niveau du scénario, franchement, c'était nickel. Moi, j'ai passé un super bon moment. C'est de la chouette série d'aventure jeunesse. C'est de la chouette, exactement. C'est une bonne histoire d'aventure jeunesse. Qui prend pas les enfants pour des débiles, genre les Goonies, tu vois. C'est... Oh, tu tapes pas sur les Goonies. Putain, mais arrête, quoi. Arrête. Non, j'ai pas tapé, j'ai dit genre les Goonies, qui prend pas les enfants pour des débiles. C'était un compliment. Ah ouais, voilà, ok, d'accord, je préfère. Putain, j'ai failli me faire taper. Surtout pour les Goonies, quoi. Voilà, non, c'est... Fais gaffe, si tu continues, tu vas faire le bouffi-bouffon. Oh non, pas le bouffi-bouffon. Fais le bouffi-bouffon. Enfin, bon. Non, ouais. Ok, on va s'arrêter là. C'est visuel comme humour. C'est surtout le bouffi-bouffon, quoi.
C'est vraiment très joli, c'est bien mené. C'est un super conte pour enfants, clairement. Moi, je pense que c'est le bouquin que je te taperai sans doute pour essayer de le lire avec mon fils, tu vois. Peut-être pas tout de suite, mais juste d'ici 1 an, à mon avis, c'est le bouquin Oui, qu'ils peuvent avaler, quoi. C'est graphiquement, c'est un style assez simple, mais efficace, qui tient la route. Euh, les personnages sont touchants, attachants, rigolos, juste ce qu'il faut. Mais c'est pas rigolo prout prout poète poète comme souvent on trouve dans les trucs pour gosses où dès qu'on se dit on va faire un personnage rigolo, on va dire qu'il pète, tu vois. Voilà, c'est un peu plus subtil que ça et ça marche, quoi. Oui, moi c'est le bouquin que j'ai envie de lire à mes enfants, enfin à mon enfant, parce que c'est bien foutu et ça tient la route. T'en fais quoi? Je crois que tu l'as dit. Voilà, pour moi, c'est vraiment un conte pour enfants. Le livre jeunesse, un bon livre jeunesse. Oui, c'est un peu ça. Moi, j'attends que ma fille ait l'âge pour lui dire. Et c'est ce que je ferai parce que c'est vraiment très, très sympa. Dans 1 an. Moi, je Voilà. pense a priori, ouais, l'an prochain, moyenne section, ça va passer. Je sais plus chez quel éditeur c'est d'ailleurs. En vrai, vu que je l'ai acheté chez France Loisirs, faudrait qu'on vérifie. Je crois que c'est Rue de Sèvres, mais j'ai un doute. Encore? Ouais, encore. Mais non, c'est pas écrit, c'est France Loisirs de partout. Ils marquent France Loisirs, ils volent les bouquins. On arrive sur un tome 5. Mais un tome 5 d'une série qu'on peut lire sans que ce soit trop à suivre. C'est Boule à zéro de Zidrou au scénario et Ernst au dessin. On a déjà dit beaucoup de bien de Boule à zéro. Enfin, je dis beaucoup de bien de Zidrou au point que on demande en service de presse les BD qu'il a fait, même sans savoir, même quand ça n'a pas l'air génial, parce que de toute façon c'est Zidrou et que peut-être que ce sera génial. Voilà. Rue de Sèvres, t'es trop fort, quoi. Je suis trop fort. Boule à zéro, dans le tome précédent, a perdu une amie. C'était Madame la Mort, qui était un tome qui nous avait beaucoup touché. Enfin, en tout cas, moi, je crois que toi aussi, c'était quelque chose qui t'avait bien plu. C'était bien écrit, quoi. Du coup, tu lis le truc, quoi. Et là, le sujet, ça va être un peu l'argent. C'est-à-dire que on se rend compte que dans tous ces hôpitaux pour enfants, en général, il n'y a pas les budgets pour avoir un endroit pour accueillir les parents qui sont obligés d'aller dans des endroits qui sont loin de l'hôpital pour pouvoir voir leur enfant tous les jours. C'est la galère que, d'un point de vue moral, ça doit pas être évident. Mais c'est pour ça que Ronald, il fait les maisons McDonald's. Pardon. Oui, excuse-toi. Ouais, mais en même temps, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais quand même, on s'excuse quand même. Là, la question, c'est, en gros, ils essaient de monter un projet avec des associations de parents pour avoir le droit de avoir une chambre pour accueillir des parents quand leur enfant arrive à l'hôpital, le temps qu'ils s'organisent, quoi. Parce que ce pas des situations très rigolotes. Nous, en tant que jeunes parents, on n'ose même pas imaginer. N'est-ce pas, Thio? Moi, je préfère pas, en fait. Voilà, on est très content que tout se passe bien pour le moment. Bref, la question, c'est l'argent. De toute façon, c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est le titre de l'album. C'est traité avec un petit peu plus... le tome précédent était tellement dur, difficile, et traitait un sujet tellement pas évident, au point que je crois que c'est la première fois qu'il y a référence aux albums précédents dans un album de Boule à zéro. Parce qu'ils en reparlent, parce que c'est voilà. La mort est un sujet difficile. Je trouvais que ça manquait un petit peu de force, en gros, il essayait d'expliquer simplement quels étaient les problèmes d'argent que pouvait rencontrer un hôpital, mais que pour le coup, c'était peut-être un peu trop simple. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Clairement, il m'a moins touché que le tome précédent. Ça, oui, c'est mais sûr. le tome précédent, c'était du pathos que t'en peux plus, le tome précédent. Mais c'était bien. Il y a des moments drôles, des moments qui te font sourire. Il y a toujours Boule à zéro qui te fait des blagues. Ouais, ok. Mais c'était moins. J'ai l'impression qu'on était plus dans un truc. Tiens, on va essayer de montrer les problèmes de l'hôpital, mais tiens, on va faire une kermesse pour que ça aille mieux, quoi. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on est toujours dans une histoire jeunesse. On reste toujours dans un album jeunesse, donc il faut que ce soit accessible aux plus jeunes, il faut qu'ils puissent comprendre les problématiques. Et que, autant, je pense que, même si le sujet est plus difficile à vivre, la mort est peut-être plus facile à comprendre que les problèmes financiers. C'est quoi dire? Ouais.
Quand t'es jeune, comprendre les problèmes que tu peux avoir pour gérer un budget d'hôpital, pour machin chose, enfin un budget de n'importe quoi. Mais ça te passe tellement au-delà de ta gueule, quoi. La mort, on y est confronté un jour ou l'autre. Ça arrive vraiment. Quand t'es jeune, ça peut arriver d'être confronté à la mort. Être confronté aux problèmes financiers des adultes quand t'es jeune, Ça arrive rarement. c'est un peu plus rare. Je pense qu'on a tendance à essayer de protéger nos enfants de ce genre de choses autant qu'on peut. Voilà. Donc, ça reste une très bonne BD. Ça reste efficace. Ça reste une BD qui parle bien de ces problématiques d'enfants malades et d'hôpital pour enfants malades. Mais je crois que c'est un peu effacé par la force du précédent tome, en fait. Tu en ferais quoi? Je laisserai à la BCD, La BCD? la bibliothèque. Et la bibliothèque? Oui, c'est efficace pour de la bibliothèque, effectivement. Moi, je le garde parce que je pense que c'est une collection qui est intéressante à garder parce que même si c'est plus léger que le tome précédent, dans sa globalité, la collection tient la route, en fait. Si tu veux faire lire ce genre d'histoire à un enfant, c'est bien d'avoir peut-être des sujets un peu plus légers, même qui seraient des sujets complexes comme celui-là, à côté d'un sujet comme celui du tome 4, qui était celui de la mort et qui était très très difficile. Voilà. Donc, c'est le genre de truc que je garde pour faire lire à des enfants. Parce que je pense que ça peut ouvrir les yeux sur des sujets d'adultes qui sont difficiles, sans pour autant faire trop dans le pathos, faire trop dans l'exagération, dans la tristesse, etc. Voilà. Ok, c'est toujours peuplé de bons sentiments, hein, Oui. Zéro. Hein. Mais c'est vrai que là, moi, j'ai un peu moins accroché par rapport aux autres histoires. Je crois qu'on avait le tome 1 et le tome 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. 1, 2 et 4, je crois. Je sais plus, parce que je les ai pas tous, les tomes. Hein, mais... Ben, enfin, voilà. Ok. mais on a fini. Eh ben, en combien de temps ce coup-ci? Ouais, on est à 52 minutes. 52? Ouais, on fait une série américaine, là. Ah, cool ça. Non, maintenant, c'est 42, les séries américaines, on va dire. On fait un... Voilà. Bon, bah, merci de nous avoir écoutés. On espère que nos conseils vous ont intéressé, que vous avez découvert des œuvres de bande dessinée auxquelles vous ne vous attendiez pas. Sans compter que 3, a priori, je pense qu'ils ne pourront jamais l'acheter. Oh, tu vas pouvoir le trouver chez Cornelius, planqué quelque part dans les bacs, etc. Faut avoir envie. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous laisser plein d'étoiles sur iTunes, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de commentaires sur iTunes. Tiens, c'est marrant. C'est quoi ce jingle Je sais pourri pas que tu pourquoi j'ai eu m'as- un jingle qui est parti. Tu m'as envoyé un jingle moisi comme ça au hasard? Ah non, c'est parce que j'ai pas cliqué sur le bon bouton, c'est pour ça, je fais n'importe quoi. Donc là, je viens de cliquer sur le bon bouton, et donc tu sais, c'est pour conclure l'émission en douceur, en finesse, avec le générique qui part en fond pendant qu'on dit des trucs genre laissez des étoiles, laissez des commentaires, donnez du travail à Isaac, insultez-le, qui se sentent outrés et qui vous répondent de façon dérangeante et méchante. Mais n'hésitez pas non plus à le recadrer. Hein. On essaie, mais des fois c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le problème du chien fou, quoi. Tu le lâches comme ça, Ouais, mais ça met de l'animation. Ça met de l'animation. Mais je On pense a besoin. qu'il va y avoir un duel au sabre laser ou aux baguettes chinoises. Là, les deux dernières émissions étaient un peu tristes, hein, je veux dire, sans lui. Voilà, on a été sages, on a presque tenu un timing. Il est chiant, mais on a besoin de lui, quoi. Et puis surtout, on s'est fait aucun ennemi. Ouais, c'est ça. Alors que, je veux dire, regarde, tous les films, les gentils, ils ont des ennemis, C'est des vrai. héros. Et donc, on peut vrai. pas être des héros si on n'a pas d'ennemis. Donc, on a besoin de lui pour avoir des ennemis, pour être des héros. On regarde un Sunday School. Voilà, c'est ça. Il te faut un ennemi juré, sinon c'est mort. C'est mort, c'est important. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour la prochaine émission, je ne sais plus quand, parce que on enregistre tellement les émissions dans le désordre le plus total qu'on verra. Surtout, c'est qu'on va avoir le décalanque des bulles. Oui, qui est passé là, mais qu'on va passer les émissions de Décalanque des bulles, mais je sais plus quand. Enfin bon, ça sera peut-être déjà passé, j'en sais rien. Bon courage. Poursuivre. Voilà, oui, surtout pour nous, parce que là, on a du taf. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao. À bientôt.